Un morceau de nouvelle. C'est tout. Voilà, bienvenue donc à notre émission. Donc, Jacques Roger, show Funérailles Radio. Nous recevons ce soir le leader de l'UFR, c'est bien M. Sidia Touré, qui est donc en séjour aux États-Unis d'Amérique. Nous allons profiter pour échanger un peu avec lui sur l'actualité, voilà, sociopolitique au niveau de son pays, la Guinée. M. Sidia Touré, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite aux États-Unis d'Amérique? Beaucoup de choses, hein, choses privées, beaucoup, famille, rendez-vous personnels. J'en ai profité pour voir certains amis et je crois que bon, j'ai fini tout cela. Remarque que je n'ai fait que 3 jours ici, donc je repars demain. Alors, les militants donc, de l'UFDG pensent que l'UFR a beaucoup bénéficié donc, de l'alliance avec l'UFDG. Que sans l'UFDG, l'UFR n'allait pas tellement avoir donc, les 10 députés. Qu'en pensez-vous? J'ai eu mes résultats du premier tour en gagnant les 3 circonscriptions de la ville de Conakry, et notamment certaines villes de l'intérieur. Je n'étais associé à personne. Je crois que c'est un débat qu'il ne faut pas trop pousser. De notre côté, nous avons permis de donner une certaine visibilité à ce parti pendant 5 ans, en manifestant avec, en soutenant. Je pense que j'ai fait ma part. Alors, pourquoi avez-vous pris vos distances donc, de M. Dalen ou bien de l'UFDG? Non, les choses doivent être claires. J'ai fait une alliance électorale avec l'UFDG. Ça aurait dû s'arrêter là après les élections. J'ai tenté de travailler pendant 5 ans avec ce parti. Au bout, je me suis rendu compte que l'opposition telle qu'elle était constituée était juste un tremplin pour le leader de ce parti. Comme j'avais créé quand même un parti bien avant et que j'avais été collaboré avec le président de l'UFDG dans les circonstances que tout le monde connaît, à partir du moment où il n'y a pas de perspective autre que cela, ça n'a plus d'intérêt pour moi. Vous ne regrettez pas aujourd'hui d'avoir fait l'alliance avec M. Dalen? Pas de regret? Non, c'est moi qui ai accepté cela. Ça m'a coûté énormément cher. Mais je pense que la situation de l'UFDG aujourd'hui démontre à souhait que la position que j'avais prise et que j'ai pourtant assumée pendant 5 ans, il n'y a plus aucun parti qui l'assume à Conakry. Alors voilà, ça fait plus donc de 18 ans, disons, que vous êtes donc dans l'opposition. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous êtes le haut représentant donc, du président Alpha Condé. Et donc, ce qui veut dire que vous êtes un peu aux affaires. Peut-être vous avez dit non. Qu'est-ce que vous ne craignez pas que l'usure donc, du pouvoir, donc dans les perspectives voilà, des élections communales 2017 et puis ou bien 2018 vous affecte un tout petit peu? Non, d'abord, je suis dans l'opposition depuis 17 ans. Ensuite, je suis le haut représentant depuis 1 an et demi. Je ne crains pas d'être associé à quoi que ce soit. C'est moi qui ai décidé, j'ai accepté d'avoir ces rapports avec le président Alpha Condé. C'était ma propre décision. Mais en attendant, c'est une décision purement politique. Je ne suis ni membre de l'administration, ni membre du gouvernement. Je n'ai pas d'émolument et je n'ai pas de budget. Donc je crois que l'indépendance de l'UFR par rapport à ça est prouvée. Par contre, nous avons accepté, et cela je l'assume, de continuer à discuter avec le président Alpha Condé de tout ce qui peut constituer, disons, des possibilités d'évolution, notamment économique, en matière d'investissement et autres, en matière d'orientation de notre pays. En tant que cadre guinéen, je pensais que c'est un apport que je pouvais faire. Mais justement, face à vous, pendant les élections à venir, et vous allez avoir donc que ce soit l'UFDG et le RPG donc en face de vous. Écoutez, alors comment vous allez gérer tout ça? Est-ce que nous aurons une alliance avec le RPG dans certaines communes ou pas? Tout ça, nous le verrons. De toute façon, nous nous assumons en tant que parti. Et à l'heure actuelle en Guinée, je crois que nous ne sommes pas mécontents de la position que nous occupons.
Alors, les élections communales devaient se tenir depuis officiellement 7 ans, officieusement 15 ans. Hein. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour que nous allions aux élections cette année? Non, officieusement, pourquoi 15 ans? Les dernières élections communales se sont tenues en 2005. Ouais, donc 17, ça fait 12 ans à peu près. Donc nous espérons que le président vient de promulguer le code électoral, bien que mon parti et notre groupe parlementaire ait eu beaucoup à redire sur ce texte. À partir du moment où la Cour constitutionnelle l'a adopté, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller aux élections. Nous continuons de croire que l'accord qui a été réalisé entre le RPG et l'UFDG sur la désignation des chefs de quartier et de district est totalement contraire aux intérêts des populations à la base. Et nous l'avons encore dit dans un communiqué que nous avons publié aujourd'hui. Nous nous préparons donc, comme tous les autres partis politiques, à aller aux élections communales dès que la date sera connue. Justement, vous êtes opposé quand même au point 2, hein, donc des accords donc, du 12 octobre. Quelles sont les conséquences pour l'adoption? La conséquence, c'est que la désignation des responsables à la base concerne plus de 4000 districts et quartiers en Guinée. Ces responsables à la base sont désignés, disons, par normalement les citoyens de manière plus ou moins consensuelle, ce qui leur permet d'exercer un certain nombre de droits, disons, qui leur sont reconnus. Et ceci en dehors de toute vision purement politique. Et moi, je crois que c'est un échelon extrêmement important, non seulement de la démocratisation de notre pays, mais également de son évolution, de son développement économique et social. Le fait de permettre à un parti politique de désigner ses responsables à la base, sans l'accord de tous ceux qui sont représentés, citoyens qui normalement devraient être chargés de cela, ceci me semble totalement contraire à l'évolution démocratique de la Guinée. Donc nous n'avons pas cessé de dénoncer cela et nous continuons d'affirmer que malgré l'adoption du texte, ceci est une erreur. Une erreur. Vous êtes le haut représentant du chef d'État, ce qui veut dire que vous échangez très souvent. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez pu discuter avec lui et quelle est sa position? Oui, nous avons longuement discuté avec le président de cette affaire pendant plus de 2 heures de temps. Bon, le président a une vision très politique des choses. Bon, peut-être que moi j'ai une vision beaucoup plus de développement économique. Voilà, nous ne sommes pas tombés d'accord, nous ne sommes pas tombés d'accord. Donc comme nous ne sommes pas tombés d'accord, notre groupe parlementaire n'a pas voté le texte. Justement, par rapport aux élections communales, vous avez tenu donc des propos qui ont suscité beaucoup de commentaires quand vous aviez dit que les chefs des quartiers doivent être donc des ressortissants donc de ces régions. Alors, que vouliez-vous dire exactement? Je n'ai pas dit ressortissants. Ils doivent être une émanation des populations qu'ils sont censés représenter. Nous avons des endroits en Guinée où vous avez beaucoup d'halogènes venant de zones différentes. Le fait que dans un quartier ou dans un village, les gens se mettent ensemble, comme je l'ai dit, de la manière la plus société civile possible pour désigner un chef de quartier est, à mon sens, une garantie non seulement de démocratie, mais surtout de vie en commun. Vous comprenez? À partir du moment où c'est un parti politique qui a gagné en ville, qui va désigner des représentants dans un village où des fois il n'a aucun représentant, j'estime que celui ne contribue pas à nous faire travailler ensemble. Donc ceci n'a absolument aucun caractère. Je ne sais pas ce qu'on veut donner à cela. Vous savez, ce genre de choses, vous pouvez l'appliquer à tout le monde en Guinée, sauf à moi. Voilà. Mais vous ne créez pas quand même des dérapages, parce que bon, vous avez fait un peu la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme ça l'Ivoirité avait commencé, un tout petit peu quand même. Ça n'a rien à voir avec ça, strictement rien. Je reviens à ce que je viens de dire. Dans notre ancienne réglementation, ces désignations se faisaient de manière consensuelle à la base. Le nouveau texte permet à un chef de parti, quel qu'il soit, de désigner des représentants dans des zones où, quelquefois,
ils ne sont absolument pas majoritaires. Donc on crée des problèmes. Ceci n'a rien à voir avec l'ivoirité, et puis c'est contre personne. Cela me concerne, cela concerne un autre parti. Je n'ai pas dit que c'est ceux-là, je n'ai indiqué personne. Bon, la réalité, elle est celle-là. J'estime que, et jusqu'à présent, je continue de le croire, que cela posera quelques problèmes. Voilà. Alors, parlons donc de votre constitution. Elle n'est pas réellement l'émanation, j'allais dire, donc du peuple. Hein. Le peuple n'a jamais voté pour cette, ne s'est jamais prononcé pour cette constitution. Hein. Certaines personnes parlent beaucoup plus donc de la légalité et non la légitimité. Quel est votre avis? Écoutez, je ne rentre pas dans ce débat. Nous avons un pays qui repose sur un texte consensuel. Nous avons élu un président avec ce texte, il gouverne avec ce texte-là, donc je crois que je ne rentre vraiment pas dans un tel débat. Alors, revenons un peu sur le plan économique. M. Kassory Fofana, qui a donc participé à plusieurs gouvernements, pense que le bilan du président Alpha Condé sont pratiquement réellement meilleurs que les autres présidents. Il a même cité aussi M. Lassana Conté. Partagez-vous son point de vue? Écoutez, moi je fais partie du gouvernement de Lassana Conté. Bon, j'examine ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'investissement. Chacun a son point de vue. Nous avons fait quelques investissements ces derniers temps, notamment en ce qui concerne l'énergie et autres. Mais je pense qu'il faut éviter de faire de telles comparaisons. Il faut simplement démontrer que ce que nous faisons aujourd'hui, nous pouvons encore l'améliorer. Je pense que c'est le rôle des représentants du gouvernement. Ne parlez pas des choses de 2017 avec les yeux de 1996-97. Alors, récemment, la Guinée commence donc à renouer avec la croissance. On parle donc d'un taux de croissance de 5%. Près 5% cette année, voire 7% l'année prochaine. Est-ce qu'on peut dire la Guinée is back, comme l'a dit le président Alpha Condé? Écoutez, il y a beaucoup d'investissements miniers ces derniers temps. Je pense que cela a poussé l'investissement, ça a poussé la croissance, c'est tant mieux. Le rôle que le gouvernement devrait avoir, c'est de faire en sorte que cette croissance soit la plus partagée possible et que les retombées en matière fiscale puissent être perceptibles au niveau du budget et que cela crée suffisamment d'emplois pour que les Guinéens moins sachent que nous allons de l'avant. Les faits sont là, les chiffres sont là. Nous avons fait au lieu de 5%, je crois qu'on a, le Fonds monétaire a indiqué 6,6%. C'est une bonne chose. Le grand problème que beaucoup de pays africains affrontent, donc ce n'est pas uniquement la Guinée, mais nous sommes particulièrement visés par ça parce que nous n'avons pas développé suffisamment le secteur de l'agriculture qui absorbe beaucoup de main-d'œuvre. Dans le secteur minier, il va falloir trouver les moyens vraiment de faire en sorte que l'emploi se crée et que les Guinéens moins puissent profiter de cette croissance. Alors, revenons encore aux élections législatives. Quelle sera un peu donc votre stratégie, la stratégie du UFR, pour avoir donc le maximum donc d'élus? Mais quand on veut avoir des élus, on fait campagne. On explique le programme comme là. Et le programme, le mien, il est connu depuis, il évolue au fur et à mesure, et les gens savent exactement ce que chacun de nous peut faire par rapport à cela. Je pense que nous nous battrons pour que les élections soient les plus inclusives possibles, et je crois que les résultats seront à la mesure de nos espoirs. Nos espoirs, voilà. Alors, le point 2 a été promulgué, mais M. Cellou Dalein Diallo maintient sa pression. Il pense que la loi aurait dû voter donc depuis l'année prochaine. Il maintient encore donc les manifestations. Votre avis, vous avez un avis? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas négocier et manifester en même temps. Je crois qu'il faut qu'on... Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le parti, l'UFDG a besoin de faire oublier certaines choses. Donc, ces manifestations servent aussi à cela. Là, sinon, honnêtement, vous ne pouvez pas être à la table de négociation, obtenir qu'on vous accorde ceux dont on vient de parler, que cette loi est promulguée, et puis bon, on manifeste sur quoi. Ouais. Et je pense surtout, quand on continue de recevoir de l'État des sommes aussi importantes, qu'on devrait commencer par balayer devant sa propre maison. Justement. Alors, parlons donc, si vous voulez, donc, du budget de fonctionnement du chef des files de l'opposition qui n'est pas réellement... n'a pas été voté donc à l'Assemblée nationale ou bien décidé à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez un commentaire? Non, j'ai demandé des explications au président de la République qui
on a clairement dit qu'il ne s'agit pas du budget du chef de file de l'opposition, mais du budget de l'opposition républicaine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'était pour le fonctionnement de l'ensemble de l'opposition, la manière dont ce cabinet devait être constitué, la manière dont ces structures devaient être organisées pour leur permettre de mieux participer au débat politique dans le pays. Il n'a jamais été question de donner ça à un parti politique tout seul. Mais M. Sidi Dalen pense que c'est... Je dis ce que le président de la République m'a dit. D'accord, M. Sidi. Alors, la dernière question avant, c'est tellement votre mot de fin. Hein. Alors, on a le plus souvent dit qu'en Guinée, la société civile n'existe pas. Ces derniers temps, la société civile commence à manifester. On a vu donc des artistes, hein, Takana Zayon et puis Eddie Kamano, tenter de manifester, hein, ont été donc interpellés. Hein. Votre parti n'était pas tellement d'accord. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire? Pourquoi on doit forcément demander donc une permission avant de manifester? Bon, ça c'est la loi qui le veut. Bon, pas la question elle n'est pas par rapport à ça. La question c'est quand on dit qu'il n'y a pas de société civile en Guinée, ceux qui le disent c'est parce qu'ils n'ont pas suivi l'évolution politique de notre pays. Il faut qu'ils se souviennent en 2006. Nous, les partis politiques d'alors, avec les opposants Bamamadou, Siradio, Jean-Marie Doré, moi-même, nous avons fait appel à cette société civile pour créer à l'époque ce qu'on a appelé les forces vives, qui ont abouti aux manifestations de 2007 et qui ont contribué au changement en Guinée après la mort du président Conté. Donc prétendre qu'il n'y a pas de société civile, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, maintenant, chacun manifeste quand cela lui convient, dans les conditions prescrites par la loi. Je ne peux pas dire que c'est interdit. Ce qui est autorisé, c'est qu'au moins vous demandez une autorisation ou tout au moins une information quand vous êtes un parti politique. Et quand vous êtes société civile, que vous demandez une autorisation pour cela. Mais je pense que ce sont des jeunes, hein. Il faut laisser la jeunesse se faire. Alors, le président Alpha Condé est donc le président de l'Union africaine, mais il est toujours parti. Certaines personnes disent que ça a des effets négatifs, hein, sur le développement donc, de la Guinée. Qu'en pensez-vous? Maintenant, il ne faut rien exagérer. Aujourd'hui, on peut travailler sur Internet sur tous les sujets possibles et imaginables. On n'a pas besoin d'être assis là pour régler ces questions. Mais je crois que d'autres chefs d'État ont assumé ces fonctions. Personne n'a dit que leur pays était en train de s'écrouler pour autant. Je ne crois pas du tout à cette assertion. Comptez-vous sur la diaspora pour arriver au pouvoir? Quel doit être l'apport de la diaspora pour l'UFR? Écoutez, elle est certes importante, mais n'oubliez jamais que l'essentiel de nos populations se trouve à l'intérieur de la Guinée. La diaspora peut contribuer certes aux élections. Nous comptons vraiment à ce qu'elle nous aide pour cela, mais je pense qu'elle a un rôle extrêmement important à jouer dans le processus de développement de notre pays. Et c'est là où moi je les attends le plus. Quant à la campagne locale, nous continuons de la faire pour que le moment venu, nous soyons en mesure d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Monsieur Sidia Touré, nous arrivons donc à la fin donc, de notre entretien. Hein. Est-ce que vous avez un mot d'espoir, j'allais dire, pour cette diaspora, hein, ou bien nos auditeurs qui nous écoutent? Écoutez, puisqu'on a parlé de la diaspora, j'étais dernièrement, il y a 2 semaines à Bruxelles pour rencontrer les jeunes de notre pays. Il y en avait au moins 3000 au stade et j'ai été extrêmement impressionné par non seulement cette capacité de mobilisation, mais surtout par l'envie que ces jeunes gens avaient de contribuer un tant soit peu à l'évolution de leur pays. Je crois que pour nous, cette diaspora représente une chance. Elle est mieux formée, elle est mieux éduquée, elle a un potentiel au niveau financier. J'estime qu'elle devra jouer absolument un rôle de formation, d'entraînement, d'éducation même de notre pays. Et sur cela, honnêtement, je compte énormément sur elle, je leur ai dit. Et je crois que ce rôle-là, il faut qu'elle l'assume de manière beaucoup plus active, en se positionnant comme étant aussi une partie de ceux qui pourraient, disons, contribuer au développement du pays. Monsieur Sidia Touré, je vous remercie. C'est moi, merci beaucoup.